Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et notre ami John Helmer est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, John. Merci de m'accueillir, Nima. Merci d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne pour aider notre discussion à toucher plus de monde sur YouTube. Merci. John, commençons par le sommet de l'OCS. À mon avis, l'Inde a changé la donne, la façon dont l'Inde se rapproche de la Russie et de la Chine. Quelle a été votre analyse à ce sujet? Eh bien, vous avez intitulé notre podcast aujourd'hui « Le retour de flamme de l'OCS pour Trump ». Et c'était plus que cela. Mais c'était certainement un énorme retour de flamme, avec des éléments très intéressants qui ne sont pas dans la presse. Regardons d'abord la défaite de Trump, puis nous examinerons la victoire de l'Inde, de la Chine et de la Russie, car cela doit aussi être nuancé. Rappelons que Trump a prétendu avoir instauré la paix entre le Pakistan et l'Inde, entre l'Iran et Israël, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie par exemple. Or, au sein de l'OCS, le président Trump avait 3 personnes particulières. On pourrait les qualifier d'informateurs, d'alliés, ou notre public pourrait tout simplement les appeler des pantins. L'un d'eux était Shahbaz Sharif, le Premier ministre du Pakistan. L'autre était Nikol Pashinyan, le Premier ministre de l'Arménie. Et le troisième, un peu une surprise, Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ils sont considérés comme les pantins vaincus de Trump lors de cette réunion. Shahbaz Sharif, le Premier ministre du Pakistan, a été tourné en dérision dans de nombreuses vidéos où on le voit littéralement courir après le président Poutine, alors que ce dernier passait, essayant de lui serrer la main. Je n'arrive pas à voir sur la vidéo s'il a réellement réussi à serrer la main de Poutine. Ce qui est important cependant, c'est que le Pakistan avait réussi, il y a 3 mois lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCS, à empêcher toute mention de Pahalgam dans la déclaration finale. Pahalgam a été l'attaque terroriste lancée par des groupes soutenus par le Pakistan, des terroristes qui ont tué, je crois, 26 Indiens dans la région du Cachemire. Cela a entraîné des représailles indiennes et la courte guerre entre l'Inde et le Pakistan que le président Trump a prétendu avoir réglée. Ce qui est faux, mais l'important, c'est qu'à la suite de cela, il y a eu une réorientation très significative du Pakistan, menée par le chef de l'armée, qui a rendu visite à Trump pour un déjeuner à la Maison-Blanche et a réorienté le Pakistan en accord avec les objectifs américains, y compris en menant une guerre via le Baloutchistan contre l'Iran à l'ouest. Maintenant, Sharif a été ignoré par le président Xi Jinping, par M. Modi, le Premier ministre indien, et par le président Poutine. Il a rencontré le président iranien M. Pezeshkian, mais il a été généralement ignoré. Plus important encore, dans la déclaration de Tianjin, Pahalgam a été mentionné nommément et condamné non seulement comme un acte terroriste, mais aussi comme faisant partie d'un processus qui a été condamné, le déplacement de terroristes à travers les frontières. Et cela a une certaine pertinence pour le conflit entre l'Ukraine et la Russie, sur lequel je reviendrai dans un instant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 mois, 12 semaines, le Pakistan avait réussi à bloquer la mention explicite de Pahalgam, le déclencheur de la guerre, et pourtant ils ont échoué cette semaine à Tianjin. C'est une défaite très significative, non seulement pour le Pakistan, mais aussi indirectement pour les États-Unis, qui sont désormais devenus un allié militaire et stratégique de plus en plus important du Pakistan, renouant ainsi avec l'ancienne relation que le Pakistan entretenait avec les États-Unis. Mais cela signifie aussi qu'il s'agit d'un signal en Chine, que la Chine reconnaît que c'est ce qui est en train de se passer. C'est la question Pakistan-Inde qui se révèle en regardant ce que l'OCS a fait il y a 3 mois
et en examinant ce qu'ils ont déclaré dans la déclaration de Tianjin. Je suis vraiment désolé, mes amis. Il est très difficile d'obtenir la déclaration de Tianjin, qui fait 20 pages, et il faut dire que les médias d'État chinois sont incompétents pour la diffuser dans son intégralité. À la place, ils veulent que nous lisions leur résumé, ce qui est bien dommage. Notre deuxième bouffon est Nikol Pachinian, l'Arménien. C'est assez amusant car il y a un débat, et nous l'avons déjà eu dans ce podcast, sur le corridor du Zangezur. Rappelons à tout le monde, sans utiliser de carte et sans vous ennuyer ce matin, qu'il s'agit du corridor reliant l'Azerbaïdjan continental à son territoire du Nakhichevan, en traversant la limite sud de l'Arménie à la frontière iranienne. On l'appelle Zangezur. C'est un nom géographique qui a une histoire intéressante et ancienne, sur laquelle je ne vais pas m'attarder. Cependant, le dirigeant azerbaïdjanais, le président Aliyev, a clairement mentionné que lors des discussions bilatérales, dans les discussions parallèles qui se tenaient lui-même, Pachinian, Erdogan, le président turc et d'autres lors de cette réunion, il y a eu un long débat sur les corridors commerciaux. C'est important pour la Chine, c'est important pour l'Inde, c'est important pour tous les membres de l'OCS parce que cela les relie au marché de l'Extrême-Orient, de l'océan Indo-Pacifique, et ainsi de suite. Ce qu'Aliyev a dit, c'est qu'avec le soutien chinois, il y a un appui à la connectivité, aux corridors de transport, à des investissements massifs dans le corridor nord-sud, le corridor du milieu et le Zangezur. Et il a utilisé ce mot. Pachinian intervient et fait publier dans la presse « Nous rejetons l'utilisation du terme Zangezur par M. Aliyev, car nous pensons qu'il devrait être appelé le TRIP, le projet international transrégional pour la paix et la prospérité. TRIP. » Pachinian a eu l'audace à Tianjin de dire « Il ne faut pas l'appeler par son nom géographique, il faut l'appeler par son nom TRIP. » Et nous rejetons ce qu'a dit M. Aliyev. Si c'est le mieux qu'un partisan de Trump puisse faire. Au sein de l'OCS élargi, c'est une défaite claire, un retour de flamme évident. Cela se retourne également contre l'affirmation de Trump d'avoir instauré la paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont le corridor du Zangezur, le TRIP, est la pièce maîtresse. Car souvenez-vous, chers amis, de ce que nous avons déjà expliqué. L'idée de Trump est que le corridor du Zangezur devienne un territoire américain. Il serait occupé par des soldats américains. Bien sûr, il s'agirait de mercenaires. Ce seraient des sous-traitants privés protégeant les intérêts américains le long de la route. En d'autres termes, le premier établissement d'un territoire américain à la frontière iranienne. C'est une proposition trumpienne de grande envergure. Elle a été défaite par les Chinois et d'autres à Tianjin. Passons maintenant à ce qu'a déclaré M. Erdogan, le président de la Turquie. Il avait l'air franchement malade et mal à l'aise lors de toutes ces rencontres. Je n'ai aucune information confidentielle sur l'état de santé d'Erdogan, mais soulignons simplement que si l'on regarde attentivement ce qu'il a dit, d'un côté, il fait référence au génocide d'Israël à Gaza, et il est absurde d'affirmer que la Turquie fait tout son possible pour l'arrêter. Mais il ne mentionne pas l'expansion d'Israël en Syrie. Il ne le mentionne pas pour une raison assez évidente. La Turquie s'est elle aussi étendue en Syrie. Nous avons ici l'OCS, une organisation d'États régionaux, qui a commencé par la sécurité des frontières et la coopération militaire afin de minimiser les guerres frontalières entre ses propres membres et de créer une collectivité pour le règlement pacifique des conflits frontaliers entre ses membres. Et voici la Turquie, qui oublie de mentionner qu'elle occupe et partitionne la Syrie en alliance avec les Américains et les Israéliens. En d'autres termes, le président Erdogan remporte la médaille de Tianjin de l'hypocrisie et de la fausseté. Et il continue en disant
je suis désolé, ça me fait rire, qu'il veut contribuer, que la Turquie a contribué aux besoins alimentaires désespérés du monde grâce à son rôle dans la facilitation, non pas de la rupture du génocide par famine à Gaza. Non, non, non. Of the Gaza starvation genocide. No, no, no. We don't talk about Turkey's role in stopping. On ne parle pas du rôle de la Turquie dans l'arrêt des flottilles qui autrefois bénéficiaient du soutien de l'État turc pour briser le blocus israélien de Gaza. Non, non, c'est pas de cela qu'il parle. Il fait référence, et il le dit, à l'initiative de la mer Noire, qui était une opération turco-ukrainienne sous l'égide des Nations Unies, visant à permettre l'exportation de céréales ukrainiennes depuis les ports du sud autour d'Odessa, par exemple, vers le reste du monde. Seule la Russie s'y est opposée. Cela n'a jamais nourri les pays pauvres et affamés. Le blé est allé principalement dans le système commercial européen. Donc en réalité, tout ce qu'Erdogan a dit est soit insincère, soit faux. Rappelez-vous que la Turquie d'Erdogan est le seul membre de l'OTAN à faire partie de l'OCS et qu'elle vient tout juste de connaître sa propre version d'une guerre frontalière. On Rehabilitated Strengths quelques viols les plus cibles de l'OCS. You might say it's in violation of the SCO principles. But those are the three stooges. Pakistan, Armenia. Mais ce sont les trois idiots. Le Pakistan, l'Arménie et la Turquie échouent. Voyons ce qui réussit et ce qui l'emporte. Comme tu l'as dit, Nima, oui, il ne s'agit pas seulement de l'image. Il y a une volonté très importante de s'aligner et de mettre fin aux conflits frontaliers, d'augmenter le commerce et d'accroître les investissements mutuels entre l'Inde et la Chine. C'est très important, et c'est ce que tu voulais dire dans le titre. C'est un revers très sérieux pour les États-Unis, et cela figure dans la déclaration de Tianjin comme la détermination des membres à développer la multipolarité et la souveraineté individuelle et indépendante, etc. C'est donc une avancée majeure. Sur le plan bilatéral, il y a un accord important entre la Russie et la Chine pour lancer le gazoduc Force de Sibérie 2, qui reliera la Russie à la Chine en passant par la Mongolie. Ce projet a été retardé en principe et en pratique pendant des années. Et c'est smooth. C'est énorme. C'est un accord vraiment, vraiment important. Nous n'en voyons pas le texte. Gazprom était le signataire et il semble que ce soit plus qu'un simple protocole d'accord. Il y en a eu beaucoup. Non, celui-ci est un engagement à construire le gazoduc, ce qui implique qu'il y a plus ou moins un accord sur la formule de tarification du gaz qui satisfait à la fois l'expéditeur russe et l'acheteur chinois. C'est donc une très grande victoire à Tianjin. Lié à cela, il y a la déclaration de Tianjin sur la formation d'un club de l'énergie. En d'autres termes, face à la campagne de Trump visant à nuire à quiconque achète du pétrole ou du gaz russe, nous y reviendrons dans un instant, il s'agit de l'engagement de l'OCS à mutualiser et collectiviser leurs ressources, à redévelopper leur commerce énergétique, afin de résister aux tentatives américaines de détruire le commerce pétrolier russo-OCS. Ce sont là de véritables réalisations majeures de l'OCS. Mais on pourrait dire, comme tu l'as toi-même souligné, Nima, que ce sont Modi et Xi qui sont sur le devant de la scène. Pourtant, il y a quelque chose d'étrange et d'absent. Pourquoi n'y a-t-il aucune mention de la guerre en Ukraine? Aucune. Maintenant, laissez-moi regarder mes notes et vous lire ce que le président Poutine a déclaré, puis ce qui a suivi dans l'explication de Yuri Ushakov sur ce qui avait été accompli à Tianjin. Le président Poutine a prononcé 2 discours, dont un lors de la réunion du Conseil des chefs d'État le 1er septembre, où il a dit « Je noterai que les accords conclus lors du récent sommet russo-américain en Alaska, j'espère, vont également dans ce sens, de règlement de la crise ukrainienne, ouvrant la voie à la paix en Ukraine. » En fait, hier lors du déjeuner, notre hôte a aimablement organisé une rencontre pour les participants aux réunions de l'OCS. Le président Xi et moi avons déjà discuté de cette question.
Je l'ai informé en détail des accords conclus lors de mes entretiens avec le président des États-Unis. Naturellement, pour qu'un règlement en Ukraine soit durable et pérenne, il faut s'attaquer à la cause profonde de la crise que je viens d'évoquer et dont il a été question à de nombreuses reprises. Mais notez qu'il a d'abord parlé de compréhension atteinte à Anchorage. Ensuite, il a dit « accord conclu à Anchorage ». Eh bien, il y a là une grande différence. Nous y reviendrons. Mais il n'explique absolument pas, il passe sous silence l'échec de l'OCS à faire une quelconque déclaration sur la guerre en Ukraine. Voici donc ce qu'a déclaré hier Yuri Ushakov, le conseiller en politique étrangère du Kremlin auprès du président Poutine. C'est une citation de TASS du 2 septembre, à propos de la façon dont le sujet de l'Ukraine a été abordé lors du sommet. Au sommet de l'OCS, Poutine a informé nombre de ses homologues de sa rencontre avec le président américain Biden en Alaska. Le président en a parlé avec de nombreux collègues, dont Xi Jinping, et bien sûr, le premier ministre indien. La question de l'Ukraine a été abordée en marge du sommet de l'OCS. En marge, elle a été discutée. Je cite, on ne peut pas éviter d'en parler. J'ai également dit hier que notre président avait discuté des accords conclus à Anchorage avec le président Biden. C'est très particulier et cela n'est ni abordé ni expliqué dans la presse russe et je n'ai pas vu, pardonnez-moi, de débat public sur la question de savoir si cela représente un échec du côté russe. Car c'est ce que disent les Ukrainiens. Les Ukrainiens ont déclaré qu'il n'y avait aucune mention de l'Ukraine dans la déclaration de Tianjin. C'est vrai, c'est exact. Est-ce une défaite de la diplomatie russe? Yuri Ushakov dit que nous avons beaucoup discuté en marge. Cela semble corroborer qu'au cours de la session plénière et dans la déclaration finale, il n'y a aucune mention de l'Ukraine, mais il y a une mention de Pahalgam. Comment se fait-il que les Indiens aient réussi en 12 semaines à surmonter l'opposition pakistanaise alors que les Russes n'y sont pas parvenus? La réponse, et cela reste entièrement spéculatif, j'entends déjà les cris de notre public de podcast, c'est que les Chinois ne le voulaient pas. Les Chinois voulaient effectivement que le Pakistan soit remis à sa place, sérieusement remis à sa place, et leur véritable réorientation se fait vers les États-Unis. Les Chinois ne voulaient d'aucune proposition, quelle qu'elle soit. Maintenant, était-ce Chinois et Indiens? Eh bien, il se passe quelque chose de très étrange, et je ne le comprends pas. Je vais simplement l'expliquer. Cela soulève la question de savoir si le président Trump sait ce qu'il fait, s'il a même un esprit. C'est un autre sujet, nous pourrons y revenir. La réunion d'Anchorage a eu lieu le 15 août. Oui, tout le monde est d'accord. Qu'il y ait eu des accords conclus, comme l'a dit Poutine, ou des ententes trouvées, comme il l'a également affirmé, c'était le 15 août. Et l'une de ces ententes était qu'il n'y aurait pas de sanctions secondaires contre l'Inde, pour la punir de son commerce pétrolier avec la Russie. Pourtant, le 27 août, 12 jours plus tard, bango, voilà la sanction tarifaire secondaire contre l'Inde. Et il ne semble même pas que Trump savait que cela se produisait ce jour-là. Il publie alors un tweet. Je l'ai quelque part sur mon bureau. Hier, le 1er septembre, était-ce bien le 1er septembre hier? Je crois que oui. On a enfin expliqué pourquoi ça s'était produit. Entre le 27 août et le 1er septembre, c'est assez long pour que le président des États-Unis comprenne qu'une décision avait été prise en son nom. La sanction contre l'Inde est arrivée plus vite que Trump ne l'a su. Il a ensuite publié un tweet, dont la dernière phrase est « Il pourrait encore y avoir une possibilité de négocier avec l'Inde ». Quoi qu'il en soit, nous avons ici un problème qui n'a pas été résolu à l'OCS. La grande et puissante Troïka, Chine, Inde et Russie, n'est pas tout à fait d'accord sur tous les moyens de combattre Trump, ni sur la façon de gérer ses armes contre eux.
and how to handle his weapons against them. Yeah. John, you've mentioned the Oui, John, pipeline tu as mentionné le gazoduc qui va de la Russie vers la Chine. Voici la carte. Le voilà, le Power of Siberia. Et il parle déjà du Power of Siberia 2. Oui, c'est exact. Yes, that's Je pense que ce n'est pas seulement une question pour les États-Unis. C'est énorme pour l'Europe. On voit bien comment l'Europe est perdante dans tout cela. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'Ukraine perd aussi. L'Ukraine transportait du gaz de la Russie vers l'Europe et l'Allemagne. Je ne sais pas comment ils le vivent en Europe. Germany and I don't know how do they feel about it in Europe. better ask them. I can't Mieux vaut speak leur on that demander. point. Je ne peux pas me prononcer sur ce point, mais il est indéniable, et vous soulevez un point très pertinent, que le retard dans les négociations entre la Russie et la Chine, principalement sur les questions de prix, semble avoir pris fin. Et cela sous la pression des États-Unis pour couper tout commerce énergétique russe. On pourrait donc dire, comme vous le suggérez en intitulant notre discussion d'aujourd'hui, que cela s'est retourné contre Trump. Sans la pression de Trump, les Russes et les Chinois seraient peut-être encore en train de négocier. Permettez-moi de donner aux gens chez eux quelques indications car je ne sais pas exactement quels ont été les points de désaccord, mais il s'agissait principalement du prix. Et d'après mon expérience dans le commerce des métaux entre la Russie et la Chine, il y a toujours eu des différences significatives dans la façon dont les Chinois envisagent la fixation des prix pour des engagements de capitaux très importants. Ils investissent environ 40% des quelques 15 milliards de dollars nécessaires pour construire ces lignes que vous venez de montrer sur la carte. Ils veulent de la flexibilité dans la tarification. Les Chinois souhaitent lier le prix aux fluctuations, à la hausse comme à la baisse. Il existe différentes façons de procéder, mais la partie russe, ayant construit toute l'infrastructure des champs gaziers et le pipeline de son côté, veut fixer un prix. Et les deux parties veulent découpler le prix du marché de l'énergie indexé sur le dollar. Ils se sont disputés sur le lien entre le pétrole et le gaz, qui est une façon de fixer le prix. Ont-ils débattu du prix au comptant? Et alors quel serait le prix de référence? Je ne sais pas, mais ça fait des années qu'ils s'opposent sur ce point, alors qu'ils sont partenaires pour un projet d'investissement de plusieurs milliards de dollars. Mais maintenant, Trump en a fait une question de sécurité militaire et d'importance stratégique. Problème résolu. Ils sont parvenus à un accord. John, when it comes to India, do you John, think en ce qui concerne l'Inde, Modi is penses-tu que Modi se tourne vers l'Est moving ou essaie-t-il de montrer qu'il va le faire afin de mettre la pression sur l'administration Trump? pressure on the Trump Non, administration? je ne le pense pas. No, I don't think so. Let me explain. There's a very Laissez-moi expliquer. long-standing Il existe un engagement très étroit, de longue date et tourné vers l'avenir entre l'Inde et la Russie. There's no doubt about Il n'y a aucun doute the là-dessus. problems that needed to be Les problèmes qui devaient être résolus à court terme ont également été affectés par, rappelons-le, l'effet de retour de flamme Trump. That's because Cela s'explique par la difficulté pour les Indiens d'utiliser leur roupie pour payer le pétrole russe, qui pourrait être facturé en roubles ou en dollars. Il y a eu, ces derniers mois, en réalité, cela dure depuis plus longtemps, une résistance de la Banque centrale russe aux propositions indiennes visant à améliorer les systèmes de paiement entre les deux pays, non seulement dans le domaine de l'énergie, mais aussi pour les transferts d'armes et d'autres échanges commerciaux. Ce sont des choses que des amis peuvent résoudre avec de la bonne volonté et sous la pression des États-Unis. Même le gouverneur de la Banque centrale, qui souhaite du bien aux États-Unis et l'a toujours fait, et qui regrette cette guerre, peut être amené à changer de position. That's Elvira Nabiulina,
C'est Elvira Nabiullina, le choix du président Poutine pour rester à la tête de la Banque centrale. Elle a été un obstacle majeur à la réconciliation entre les parties indiennes et russes. Mais il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un accord commercial, militaire et stratégique de longue date et sécurisé pour l'avenir. D'après ce que je comprends, mais je reste vague car je n'en sais pas assez, des sources indiennes m'ont dit que Trump et Modi étaient parvenus à des accords très clairs sur le commerce, sur la réduction des droits de douane indiens, mais pas pour les cultures génétiquement modifiées en provenance des États-Unis. Les Indiens avaient commencé à autoriser, ou avaient accepté d'autoriser, certains types de fruits et de noix américains à entrer sur le marché indien, où ils concurrencent les produits locaux. Ils étaient très proches de finaliser un accord il y a quelques semaines, puis tout a changé. Malheureusement, je ne suis qu'un correspondant en Russie. Je ne sais pas pourquoi ce changement a eu lieu. Ce que je soupçonne, c'est que cela vient du côté américain. Que Trump soit capable d'en comprendre la moitié est une autre question. Comment cela a-t-il été influencé par le revirement du Pakistan, c'est-à-dire la réorientation de la direction militaire et des institutions militaires pakistanaises vers les États-Unis après la fin de la guerre? Il semble probable que ce soit le cas. Mais ensuite, on entre dans la zone d'ombre, et c'est vraiment une zone d'ombre, sous Trump, entre les partisans du renseignement militaire favorables à l'alliance avec le Pakistan et ceux qui souhaitent punir l'Inde dans le cadre de leur stratégie de guerre contre la Russie, et ainsi de suite. C'est compliqué, et j'ai bien peur que ce soit la meilleure explication que je puisse donner sur ce qui se passe. John, here is what Donald Trump tweeted that John, voici ce que Donald Trump a tweeté, où il essaie d'expliquer ce qui se passe entre les États-Unis et l'Inde. Voici ce qu'il a dit. Ce que peu de gens comprennent, c'est que nous faisons peu de commerce avec l'Inde, mais qu'eux font énormément de commerce avec nous. En d'autres termes, ils nous vendent une quantité massive de biens. Nous sommes leurs plus grands clients, mais nous leur vendons très peu. Jusqu'à présent, la relation a été totalement à sens unique, et cela dure depuis de nombreuses décennies. La raison en est que l'Inde nous a imposé, jusqu'à présent, des droits de douane si élevés, les plus élevés de tous les pays, que nos entreprises ne peuvent pas vendre en Inde. Cela a été un désastre totalement à sens unique. De plus, l'Inde achète la plupart de son pétrole et de ses produits militaires à la Russie, très peu aux États-Unis. Ils ont maintenant proposé de réduire leurs droits de douane à zéro. Mais ils commencent à se faire tard. Qu'est-ce qui commence à se faire tard selon vous? What is getting late in your opinion? Well, pardon me. Thank you for reading. Eh bien, excusez-moi. Merci d'avoir lu cela et de l'avoir affiché à l'écran. C'est très précieux. Il y a deux éléments que l'on peut voir dans ce tweet. Le premier élément concerne la soi-disant relation commerciale. Les chiffres ne me viennent pas à l'esprit, donc je ne peux pas vous dire quels sont ces chiffres, ni à quel point Trump les a mal représentés ou exagéré le désavantage des États-Unis. Ce que je peux vous dire, d'après mes sources indiennes, c'est que les deux parties étaient très proches d'un accord juste avant la guerre. Voilà pour le premier point. Deuxièmement, on peut voir dans ce tweet la punition infligée à l'Inde. Il y a donc deux volets dans cette négociation, et votre question est tout à fait pertinente. Qu'est-ce qui devient très tard? C'était l'appât ou l'allusion de Trump au fait que les tarifs punitifs qui sont entrés en vigueur, la sanction pour avoir commercé avec la Russie, sont entrés en vigueur le 27 août pour l'Inde, mais pas pour la Chine, le 27 août. 12 jours après qu'il ait promis à Poutine à Anchorage qu'il retarderait tout cela, juste 12 jours. Il y a peut-être une marge de manœuvre. Il se fait tard, mais ce n'est pas fini, si vous voyez ce que je veux dire. L'essentiel, et je l'ai souligné, c'est que ce tweet est apparu hier, n'est-ce pas? Le 1er septembre. Pourquoi cela n'a-t-il pas été dit à ce moment-là?
Si vous avez une négociation commerciale sérieuse avec un pays sérieux, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes vos conditions sur la table. Mais pourquoi Trump ne l'a-t-il pas dit à ce moment-là? C'est parce qu'à mon avis, il ne le savait pas. Et cela nous amène à la question de savoir comment ils prennent leurs décisions quand le président n'a pas d'avis. Et nous allons aborder dans un instant la question vraiment cruciale de la façon dont ils veulent se battre contre la Russie ou poursuivre la guerre avec la Russie. Comment l'administration Trump prend-elle ses décisions quand le président n'a pas d'avis? Trump administration make up their mind when the president doesn't have a mind. He didn't know things. Well, part of the answer. Il ne savait pas les choses. Eh bien, une partie de la réponse se trouve dans le tweet. Une autre partie de la réponse se trouve dans l'action. Certaines de ces choses sont faites avant même que Trump ne sache vraiment qu'elles se produisent, afin de le pousser à publier un tweet d'accord. Vous voyez, le tweet est ex post facto. Ce n'est pas simplement le brillant négociateur qui intensifie la pression, intimide l'autre camp pour parvenir à un accord de dernière minute. C'est l'inverse. Mais la question de savoir qui le pousse à faire quoi, c'est un sujet que nous pouvons soit aborder, soit remettre à plus tard. Je respecte mon collègue Jim Jatras, ancien fonctionnaire du département d'État, qui a soulevé la question « Trump a-t-il un esprit ?» Et croyez-moi, beaucoup d'entre nous qui participons à des podcasts ont été des hauts fonctionnaires du gouvernement. Paul Craig Roberts occupait un poste élevé au Trésor. Le colonel Wilkerson était haut gradé dans l'armée, puis au département d'État, auprès de Colin Powell. Et évidemment, l'ambassadeur Freeman a été au sommet de l'élaboration des politiques au département d'État. Les personnes ayant une longue expérience officielle comprennent quand le président a toute sa tête. Elles comprennent donc aussi quand il ne l'a pas. Ce que nous essayons de transmettre ici, c'est un processus de prise de décision assez unique. Il ne s'agit pas simplement du président allongé dans la chambre à l'étage de la Maison-Blanche, comme Woodrow Wilson, paralysé par une attaque alors que le gouvernement était dirigé en bas par sa femme et le colonel House, ou par le clan Blinken autour du président Biden. Lorsqu'une incapacité présidentielle grave survient, cela ressemble à ça. Regardez, je grince même. Suis-je handicapé? Il s'agit d'une situation unique où l'incapacité présidentielle est encouragée par son entourage et transformée en une démonstration de prise de décision par tweet. Sauf que c'est pas vraiment une prise de décision. C'est autre chose. Mais le tweet que vous avez présenté laisse une explication qui arrive trop tard. Et un petit signe à l'Inde que si M. Modi veut se joindre à nous, il pourrait y avoir un allègement sur la question des droits de douane punitifs. Le problème, c'est qu'il existe un courant clair et puissant autour de Trump qui veut punir la Russie et poursuivre la guerre. Et c'est l'une des méthodes. John, penses-tu que l'une des raisons pour lesquelles l'Arménie et l'Azerbaïdjan... Je crois que lors de la réunion entre l'Iran et Erdogan, l'Iran et la Turquie, ils ont évoqué ce qui se passe dans le Zangezur, comme tu l'as mentionné, dans le corridor de Zangezur. L'Iran a déclaré « Nous n'allons pas accepter ce qui se passe là-bas ». Comment vois-tu les discussions non seulement entre l'Iran et la Turquie, mais aussi entre l'Iran et la Russie? Pendant plus de 2 heures, le président russe et le président iranien se sont entretenus. Penses-tu que la question de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan a été abordée? Je pense que c'est une supposition raisonnable. Pour être honnête, en me préparant pour le podcast d'aujourd'hui, c'est l'un des sujets sur lesquels je ne me suis pas penché. Pardonnez-moi. Vous en savez plus, donc si vous en savez plus, pourquoi ne pas répondre à votre propre question? Tout ce que je peux dire, c'est que, comme vous l'avez déjà dit, le président Pezeshkian a été, disons, dissuadé de penser que les États-Unis pourraient être ouverts à la négociation. Par conséquent,
il n'y a pas d'autre alternative que la Russie. Et quels que soient les groupes militaires et politiques qui s'opposaient auparavant à l'intégration des défenses aériennes russes avant l'attaque israélo-américaine, il semble que ces luttes internes aient été résolues, en partie peut-être à cause de la manière dont les Israéliens ont attaqué et tué des chefs militaires en Iran. Cependant, ce qui doit rester un point constant de discussion, c'est la sécurité des frontières pour l'Iran. Et cela concerne le corridor de Zangezur, ainsi que la présence américaine dans ce corridor, une présence militaire, et la possibilité d'une présence américaine aux côtés des Pakistanais à la frontière orientale de l'Iran, c'est-à-dire la frontière Baloutch, à l'ouest du Pakistan. Cela doit constituer une nouvelle question à aborder entre les présidents iraniens et russes. Ce seraient mes hypothèses. Quelles sont vos hypothèses? Parce que la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que cela ne concerne pas seulement l'Iran et la Russie en matière de sécurité. Il s'agit aussi des initiatives de la ceinture et la route de la part de la Chine. Ils sont tous, d'une manière ou d'une autre, impliqués dans ce qui se passe dans la région, en Arménie et en Azerbaïdjan. Oui. Et pensez-vous qu'il y ait eu une sorte d'avertissement adressé à l'Azerbaïdjan et à l'Arménie de la part de la Russie, de l'Iran ou de la Chine? Parce que, comme je l'ai mentionné, il ne s'agit pas seulement d'économie, c'est la sécurité et l'économie. Et tout est d'une certaine façon lié les uns aux autres. Peut-être que le terme « avertissement » est trop fort. Les Chinois n'avertissent pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Les avertissements s'accompagnent généralement de force et de capacités militaires, ce que les Chinois n'ont pas. Malgré tout ce qu'on dit sur les exercices chinois dans le Golfe Persique, leurs bases à Djibouti, etc., les Chinois sont très réticents à afficher leur force. Ils préfèrent montrer leur argent. Et comme vous venez de le mentionner, l'initiative La Ceinture et la Route est l'un des plus grands systèmes de corruption jamais inventés pour accomplir quelque chose d'utile, stratégiquement pour la Chine et pour les autres. Mais cela implique des sommes colossales d'argent versées en pot de vin, et retirer cet argent est un moyen majeur de persuasion chinoise. John, voici une photo de Gerasimov en train de parler, et nous l'avions hier. Sur la carte derrière lui, on voit l'Ukraine. Oui. Et sur cette image, on voit Odessa et Nikolaïev jusqu'à Kharkov. Ils font partie de la carte. Ils y sont représentés comme faisant partie de la Russie. Qu'est-ce que cela signifie, à votre avis? Veulent-ils dire que toutes ces régions que nous considérons comme la zone tampon, Odessa et Nikolaïev jusqu'à Kharkov, vont faire partie de la Russie? Vont-elles avoir une sorte, je ne sais pas, d'autonomie, comme la Russie le demandait pour l'Est de l'Ukraine, l'État dans le Donbass, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, comme il le demandait dans l'accord de Minsk II de 2015? À quoi ressemble cette région? Quel est l'état d'esprit du côté russe? Eh bien, tout d'abord, il existe une politique unifiée pour les négociations. Il y a également une politique unifiée pour les opérations, même si le président Poutine vient d'annoncer lors d'une réunion avec le président slovaque Fico que la guerre électrique est sur le point de reprendre. Finalement, le président de la Russie a levé le pied du frein qu'il avait mis en place en février, le 12 février, après avoir parlé pour la première fois au téléphone avec le président Trump, afin de restreindre la stratégie russe visant à priver l'Ukraine de l'électricité dont elle a besoin pour poursuivre sa guerre. En regardant cette carte, elle est affichée sur le mur du ministère de la Défense. Vous avez raison de poser la question, mais les réponses font actuellement l'objet de négociations intenses, n'est-ce pas? So I'm holding up
newspapers. Je brandis donc des journaux qui évoquent des termes comme la carte de la zone tampon, la signification de la zone démilitarisée, la signification des garanties de sécurité. Ici, nous avons ce journal. Ce sont les principales fuites. Voici The Telegraph à Londres. Voici le Financial Times de Londres. En réalité, c'est un organe de propagande japonais, mais les Britanniques sont très accommodants et rédigent la propagande pour leur maître japonais. Et voici Politico. Tous ont reçu des instructions sur la manière de décrire différents aspects du slogan « Garantie de sécurité » et d'intégrer la notion de ce que Madame von der Leyen a appelé le filet de sécurité américain. Dans quelle mesure il s'agit de fuites destinées à faire pression sur la partie américaine pour parvenir à un accord, cela n'est pas clair. Passons en revue quelques-uns de ces points, car tout d'abord, il n'est pas certain que la partie russe accepte l'une de ces propositions de zone tampon ou de zone démilitarisée. Deuxièmement, parce que le président Poutine a finalement relâché la pression sur la guerre électrique, notre camp, le camp russe, peut désormais vraiment tenter de porter un coup stratégique en éteignant les lumières dans la guerre. Et cela représente une escalade majeure, en deçà d'une décapitation rationnelle de la direction. Mais il y a une bonne raison à cela. Nous en avons déjà parlé. Le président Zelensky a remporté la lutte interne pour devenir le président successeur. Et après la fusillade de Perubi, il est évident que les azovistes se battent entre eux, ce qui est également visible sur le champ de bataille à l'est, où leurs unités sont soigneusement sélectionnées pour être détruites par la partie russe. Maintenant, dans chacun de ces documents divulgués, il y a différentes cartes, certains des éléments importants. Des troupes américaines seront impliquées, mais il ne s'agira pas de troupes américaines à proprement parler, ce seront des mercenaires américains. La partie russe est très claire concernant les mercenaires. Ils ne sont pas protégés par les lois de la guerre, et ils ne seront pas non plus protégés par les lois de la paix. Mais c'est une sorte de voie à la Trump pour la paix et la prospérité internationale. L'idée étant d'envoyer des Américains sous contrat et de ne plus les appeler soldats. Deuxièmement, il y a un financement européen massif pour l'Ukraine afin de poursuivre la guerre en achetant des armes américaines et en utilisant le renseignement satellitaire et de champs de bataille, ainsi que le soutien au commandement et au contrôle des États-Unis pour continuer le conflit. La semaine dernière, nous avons parlé non pas de négociations de démilitarisation avec des garanties de sécurité, mais bien de remilitarisation. Von der Leyen l'a dit, Merz l'a dit, le chancelier d'Allemagne, le premier ministre Starmer l'a dit, le président français Macron l'a dit, et même la petite Finlande l'a dit. L'Ukraine doit avoir une armée forte. La position russe est non. Elle ne doit pas, elle doit être neutre. Le pays doit être neutre. Il ne doit plus y avoir de bases militaires étrangères menaçant la Russie, et elle doit disposer d'une armée adaptée à la défense, non à l'attaque. Mais il ne s'agit pas des 3 zones, ni des 3 zones tampons, ni des 3 lignes de fortification, ni des 3 éléments de force de réassurance mentionnés dans ces documents. La remilitarisation euro-américaine laisse complètement en suspens la question de cette carte que vous avez vue au mur. Car, tout d'abord, le camp russe avance de plus en plus vite, notamment au saillant de Zaporizhia, pour progresser davantage vers l'ouest. La guerre électrique, si l'on en croit les propos du président Poutine à M. Fico hier, il y a seulement quelques heures, pourrait donner le feu vert à des plans que l'état-major russe nourrit depuis longtemps et souhaite mettre en œuvre. Si la guerre électrique reprend, les Ukrainiens ne pourront pas se réapprovisionner, ni recevoir de Roumanie et de Pologne les armes nécessaires pour continuer. M. Zelensky peut parler d'1 milliard par mois d'armement futur,
Et Madame von der Leyen peut évoquer 150 milliards d'euros de réarmement européen, en partie destiné à l'Ukraine. Et les Allemands peuvent parler de leur remilitarisation allemande à 50 milliards d'euros. Et ainsi de suite. Ils peuvent parler de tout cela, y compris de la construction d'usines ukrainiennes pour produire des drones, et ainsi de suite, afin de poursuivre, renforcer, accroître et intensifier la guerre, sinon tout de suite, un peu plus tard. Cette carte donc reflète, je ne sais vraiment pas pourquoi elle est affichée au mur, ni pourquoi on a permis qu'elle soit montrée, les possibilités offertes par la partie russe pour s'éprouver à l'ancrage et par la suite évaluer s'ils sont sérieux quant à la démilitarisation ou à la remilitarisation. L'homme est-il sérieux à propos d'un retrait ou compte-t-il rester sous une autre forme? Si rester signifie une forme déguisée, c'est non pour la Russie. Ce sera la fin pour l'Ukraine, et vous pourrez décrocher ces cartes du mur et en Gillanding de votre Wraith. Vos chions les hachures en rouge. Elles seront russes ou elles seront vides. They'll be Russian, or they'll be empty. Russia doesn't really want to control. La Russie ne souhaite pas vraiment contrôler plus que la Novorossia et bien sûr la Crimée, les régions qui ont été intégrées à la Fédération de Russie mais qui ne sont pas totalement occupées, notamment dans les cas de Zaporizhia et de Kherson. En dehors de cela, vers l'ouest, la position russe est la suivante. Instaurons une zone démilitarisée au moindre coût pour nous, sans ennemis. On peut y parvenir avec des drones et d'autres moyens. Et avec le temps, laissons Kharkiv et Odessa décider où se trouve l'argent pour elles, et ce sera la Russie. Et elles iront là où est l'argent. Odessa est une ville magnifique, mais elle a une politique monétaire très claire. Et c'est ce qui va se passer. Il n'est pas nécessaire de la bombarder jusqu'à la destruction, ni de l'occuper, ni de l'encercler. Ainsi, la carte changera de couleur. Mais du point de vue russe, si Trump cherche encore à gagner du temps, la partie russe accélérera son offensive vers l'ouest et la carte changera. Sur la question précise que vous avez soulevée, où se trouve la zone tampon? Quelle profondeur et comment sera-t-elle surveillée? Et qu'y aura-t-il en dehors de cette zone tampon autour de Kiev? Y aura-t-il un bastion de l'OTAN où l'armée ukrainienne pourra se réarmer en vue de la prochaine phase de la guerre autour de Lviv, entre la frontière polonaise et Kiev? Ce sont les zones qui apparaissent dans le plan du Télégraphe, le plan du FT, le plan von der Leyen, le plan Kellogg. Le président Trump a-t-il une idée? Et s'il en a une, et s'il a compris ce que le président Poutine lui a dit à Anchorage, va-t-il entrer ou sortir? Voici ce qu'a déclaré Stephen Miller, le chef de cabinet adjoint à la Maison-Blanche, à propos de la façon dont Washington perçoit l'Ukraine. Dans cette guerre, nous n'en sommes pas partie prenante. Il s'agit d'une préoccupation humanitaire face aux morts massives qui ont lieu, ainsi qu'au risque constant d'escalade et d'engrenage. Et je pense que, comme tous les Américains, je suis infiniment reconnaissant d'avoir un président aussi déterminé à arrêter la violence, à mettre fin aux tueries et à rendre le monde plus sûr pour l'avenir. C'est quelque chose qui me remplit de fierté chaque jour. Il est temps pour une dernière question. Merci d'avoir invité Stephen Miller, afin que notre public puisse comprendre non seulement à quel point il est important en tant que conseiller sur la politique de guerre des États-Unis, mais aussi quelle extraordinaire contre-vérité il pense pouvoir raconter. Que les États-Unis ne participent pas à cette guerre et que la politique américaine est purement humanitaire, visant à résoudre ce conflit. C'est un mensonge inhabituel. Miller est le chef de cabinet adjoint à la Maison-Blanche, et ce n'est pas tout à fait clair pour moi. D'autres auditeurs pourront peut-être nous éclairer, mais il supervise presque certainement tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire les tweets et discours à la Trump. Lors du premier mandat du président, il dirigeait
la rédaction des discours. Il était également responsable des conseils en matière de politique. Miller a une très longue carrière en tant qu'ennemi de la Russie. Sa famille juive est originaire de ce qui est aujourd'hui la Biélorussie, dans la région de Brest de l'ancien empire russe. Ensuite, cela est devenu la Biélorussie, et c'est proche de la Pologne. Il partage les origines juives hostiles à la Russie de Blinken et Nuland de l'ancienne administration. Il est aussi un suprémaciste blanc et raciste avéré. Il déteste non seulement les Russes, mais aussi tous ceux qu'il pense pouvoir utiliser comme bouc émissaire dans ses politiques. Il a dirigé l'administration Trump pendant plusieurs années sur la question de l'expulsion des immigrés en situation irrégulière. Ce que vous avez vu, c'est un individu très éloquent, très sûr de lui, qui n'est pas très connu mais qui mérite de l'être. C'est le type qui contrôle les tweets de Trump. C'est l'une des personnes qui contrôle la haine sous-jacente envers la Russie, envers les slaves, que l'administration Trump a hérité de l'administration Biden, du clan Blinken-Nuland. Il faut le comprendre. Est-ce que Miller contrôle Trump ou l'inverse? Eh bien, je pense que c'est assez évident. Miller est un manipulateur, premièrement. Deuxièmement, quelle est la nature de ce mensonge? Cet homme n'est pas un imbécile. Il comprend parfaitement que la guerre en Ukraine n'a rien changé. Aucune des initiatives de Trump en faveur de la paix, qui lui ont valu des nominations au prix Nobel de la paix, n'a eu le moindre impact sur son impopularité auprès des électeurs américains. Cet individu fait partie d'un groupe autour de Trump qui prévoit de militariser la politique intérieure, envoyer l'armée pour mettre fin à la criminalité à Washington, D.C., envoyer l'armée à Los Angeles. Ce sont les deux villes visées pour l'instant, mais à en juger par leurs tweets, ils semblent se préparer à faire quelque chose de similaire à Chicago. Si vous vivez aux États-Unis, et j'invite tous les auditeurs qui y résident actuellement à surveiller Miller. Il incarne la militarisation de l'Amérique, le contrôle intérieur des grandes villes américaines, en particulier celles politiquement influentes du Nord-Est comme Washington, D.C. C'est un élément crucial de leur campagne de réélection, avec ou sans Trump. Les élections de mi-mandat 2026, l'élection présidentielle de 2028. Maintenant, quel est le lien entre leur politique étrangère et leur haine de la Russie? Ils ne doivent surtout pas être perçus comme perdant une guerre à l'étranger. D'où ce mensonge absurde. Les États-Unis ne participent pas, ils mènent simplement une campagne humanitaire pour instaurer la paix. Toute cette idée selon laquelle Trump apporterait la paix dans le monde et mériterait un prix Nobel de la paix revient à dire « Lebensraum » en anglais. Nous allons étendre l'empire américain et nous serons payés pour cela par les Européens, tout en contenant les races inférieures d'Europe à notre pour. Nous ne nous laisserons jamais vaincre par ces races inférieures, certaines que nous expulsons de nos villes vers l'Amérique centrale, d'autres que nous traiterons dans différentes parties du monde. C'est une forme de fascisme. Ce sont les valeurs morales du génocide israélien à Gaza avec les méthodes de la garde nationale à Los Angeles et à Washington, D.C. Et Miller est l'une des figures importantes qu'il faut considérer comme perpétuant un mensonge de paix, qui signifie en réalité la guerre. Et la guerre étrangère, c'est-à-dire la paix, l'effort humanitaire, doit être comprise comme une justification. Que justifie-t-elle? Trump apportant la paix dans les villes des États-Unis avant le début du prochain cycle électoral. N'avons-nous pas déjà entendu cela? Et où, dans l'histoire européenne, avons-nous entendu un tel mensonge habilement présenté? Je vous apporte la paix pour agrandir votre salon chez vous.
Et les personnes à blâmer pour notre situation sont ces petits trafiquants de drogue, malfaisants, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est du racisme, c'est du fascisme, et c'est très habile. Mais c'est un désastre pour les États-Unis eux-mêmes, et le Parti démocrate n'a aucune idée de la manière d'y résister. Parce que si vous pouvez militariser Washington, D.C., vous pouvez ignorer les tribunaux. La presse se range. Qu'est-ce qui arrête Miller? Je n'en vois pas. J'espère que quelqu'un chez lui, en écoutant cela, saura comment résister. Mais un rassemblement devant le Washington Monument ne suffira pas. The Washington Memorial Monument isn't going to do the job. Yeah. Thank you Oui. so much, John. Merci beaucoup, John, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. As always. Thank you. Merci de m'avoir invité, Nima.